La journée de l'Afrique a donné lieu à une manifestation contre la mainmise de la France sur ses anciennes colonies. À Pretoria, les pancartes portées par les partisans de l'Economic Freedom Fighters dénonçaient le rôle trouble que continue de jouer l'ancien colonisateur. Coup de force russe, coup de poignard états-unien et business chinois. La France au Niger laisse sa place à d'autres et Emmanuel Macron ne peut que constater le déclassement du pays. C'est la journée de l'Afrique, on sait que l'Afrique a été colonisée. Il n'y a qu'un seul pays sur le continent qui n'a pas été colonisé, c'est l'Éthiopie. La France a toujours ses sales petits doigts profondément ancrés dans ses anciennes colonies françaises. Le chef de la diplomatie états-unienne, Anthony Blinken, a ainsi déclaré qu'il n'y a pas de solution militaire acceptable. L'objectif américain serait ici de préserver ses bases au Niger et de continuer d'avoir des positions dans la région sahélienne. Coopérante avec l'armée nigérienne, les États-Unis ne veulent pas voir Wagner leur prendre complètement la place. Le colonialisme français sur le continent africain continue d'être la forme la plus brutale, cruelle et diabolique de colonialisme sur le continent africain. Déclassée et isolée, la France au Niger ne s'est pas seulement fait prendre la place par la Russie, elle a aussi été victime de ses alliés, mais surtout de son incapacité à opérer un travail d'influence. À rebours des discours atlantistes qui évincent la France de toutes ses positions stratégiques et sans verser dans un tiers-mondisme romantique, la France avait probablement une carte à jouer dans la réorganisation régionale. Pour Emmanuel Macron, le costume était trop grand. Vous avez justement assisté au début de cette réunion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce début de sommet ? Alors déjà, premier constat, les absences remarquées des chefs d'état-major du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau qui s'ajoutent à celles plus attendues de ceux du Burkina, du Niger, de la Guinée et du Mali. La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a annoncé ce dimanche avoir anticipé pour des raisons de sécurité son retrait du camp de Ber dans le nord du pays. Le chargé d'affaires politiques de la CEDEAO, lui, explique que la force en attente a déjà assez d'hommes, qu'elle a des ressources propres, qu'elle n'a pas besoin du soutien des Occidentaux, même si une aide étrangère serait bien sûr la bienvenue. Le chemin n'était pas facile, personne ne veut entrer en guerre, dit aussi le ministre de la Défense du Ghana. La MINUSMA a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur les casques bleus, explique-t-elle sur le réseau social X, anciennement Twitter. Mais aujourd'hui, a-t-il dit au chef d'état-major, vous êtes devant l'histoire. Si cette junte reste au pouvoir, plus personne en Afrique de l'Ouest n'est en sécurité. C'est le Niger. Il y a eu une très grosse attaque aujourd'hui avec au moins 17 soldats nigériens qui ont été tués vers la frontière malienne par des djihadistes. Est-ce que les djihadistes vont en profiter? C'est un petit peu la question. Eh ben, malheureusement, c'est ce que l'on craint tous, les Français en premier, bien sûr, parce qu'ils étaient en première ligne. La puissance de l'armée algérienne inquiète la France. Aujourd'hui, l'Algérie constitue le 5e importateur d'armes du monde et le premier en Afrique, ainsi que l'a souligné le colonel Stéphane Richoux, attaché de défense de l'ambassade de France en Algérie. Concomitamment à ce qui s'est passé hier à la frontière, à cette zone des 3 frontières, 2 événements majeurs dans le cadre de cette crise. La visite au Tchad du Premier ministre nigérien, le nouveau, et ça, quelque part, c'est acté par le Tchad, qui est une force déterminante dans la zone. La zone de Ber est depuis quelques jours le théâtre de tensions, opposant d'une part l'armée et le groupe paramilitaire russe Wagner, et d'autre part la coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rébellion Touareg. La MINUSMA applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013, à la demande de la junte arrivée au pouvoir par la force en 2020. Les départs des 11 600 soldats et 1500 policiers de diverses nationalités déployés au Mali s'effectueront progressivement d'ici à la fin de l'année.
ces nouvel ordre de gouvernance. Les rapporteurs de la Commission de la Défense et des Forces armées de l'Assemblée nationale française soulignent particulièrement la puissance navale algérienne. Dans le domaine naval, le développement capacitaire est particulièrement significatif, affirme le rapport, en citant le témoignage l'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la marine. L'Algérie est en train de construire 2 porte-hélicoptères d'assaut. Elle possédera bientôt 10 frégates et 15 corvettes. En outre, elle vient d'acheter à la Russie 4 sous-marins supplémentaires, capables de tirer des missiles de croisière navale, a indiqué Pierre Vendier. Le général Philippe Morales, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, a ainsi mis en exergue que l'Algérie pourrait constituer une véritable bulle de déni d'accès dans le détroit de Gibraltar et jusqu'au sud de l'Espagne, dans une logique de sanctuarisation de la Méditerranée occidentale. Les rapporteurs s'interrogent aussi sur l'ampleur du réarmement de l'Algérie, notamment au regard des contraintes économiques que connaît l'Algérie et sur les finalités poursuivies par les autorités algériennes. Il s'inscrit en effet dans un contexte caractérisé par un certain durcissement de la politique étrangère algérienne, notamment à l'égard du Maroc, tel que l'illustre la rupture des relations diplomatiques en août 2021, inédite depuis 1976, et la fin de l'utilisation du gazoduc Maghreb-Europe passant par le Maroc, sur fond de tensions au Sahara occidental. En outre, la révision constitutionnelle de novembre 2020 autorise désormais la projection de l'armée algérienne hors de ses frontières dans le cadre d'opérations de maintien de la paix, à rebours de la tradition non interventionniste du pays. Et à partir du moment où la France et l'Angleterre a évidemment comme supplétif des États-Unis pour servir les intérêts géopolitiques définis à Washington, ont démoli le régime libyen, il s'est passé quoi? Il s'est passé que nous avons un pays dont l'entité étatique s'est affaiblie. D'ailleurs, c'est une espèce de guerre de basse intensité, comme on dit, avec des seigneurs de la guerre, avec des positions qui sont prises ici ou là. On en est toujours là, hein. Là, ça date de 2011, l'intervention en Libye. Mais en 2023, donc 12 ans après, on n'a pas un régime, on n'a pas un État libyen unifié qui gérerait les affaires de façon paisible. Pas du tout. C'est un foyer de purulence. Or, ce foyer de purulence a ensuite débordé et a déstabilisé les pays avoisinants, c'est-à-dire justement les pays du Sahel, notamment le Mali, qui a basculé avec l'apparition de phénomènes islamistes, aussi bien au Mali qu'au Nigeria avec Boko Haram, etc. Tout ceci dans la région a été déstabilisé. Et le problème de départ, j'insiste, c'est quand même l'intervention française et l'intervention anglaise.